Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 3 avril 1907, rue Parliament Street à Dublin. On n'est pas très loin du Liffey, vous savez, ce fleuve qui coupe Dublin en deux et qui donne d'ailleurs à la ville une sorte de vitalité particulière. Il est 9h du soir, la capitale de cette province irlandaise à l'époque est prise dans la nuit printanière et on voit des hommes qui sont là, qui se pressent dans les rues mal éclairées de la ville où ils ne se font pas, ils se font tout petits si je puis dire, et ils entrent discrètement dans un bâtiment de la rue au numéro 12. C'est là que se tient, vous l'aurez compris, une réunion politique clandestine et ce qui va se dire là ce soir évidemment ne doit surtout pas sortir des murs de briques de ce bâtiment. Dans la grande pièce, une trentaine d'hommes sont rassemblés, tous sont membres de l'IRB, l'Irish Republican Brotherhood. C'est le nom de cette organisation favorable à l'indépendance de l'Irlande. Et en cette première guerre mondiale, en cette année 1916, n'oubliez pas que l'Irlande fait pleinement partie du Royaume-Uni à l'époque. D'ailleurs, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Pour l'IRB, cette réunion est cruciale. Il s'agit de déterminer la marche à suivre dans les prochaines semaines et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir non seulement du mouvement, mais du pays. Ce qui est en train de se préparer, c'est ni plus ni moins que le soulèvement de toute l'Irlande qui réclame son indépendance. Tout le monde n'est pas forcément d'accord dans la fraternité. Certains pensent qu'il aurait fallu se soulever plus tôt. D'autres disent qu'il faut à tout prix le faire avant la fin de la guerre. D'autres, enfin, pensent qu'il faut attendre le retour des Irlandais qui ont été enrôlés dans l'armée britannique et qui sont partis se battre là-bas, sur le continent. Il va falloir donc débattre de la question et voter. L'homme qui défend l'idée d'une lutte immédiate s'appelle Patrick Pearse. Il a 36 ans. Imaginez le visage assez massif de ce jeune homme au front déjà bien dégarni. Il porte un costume absolument impeccable. Il sait exactement ce qu'il veut, Pearse. Il présente son projet qui est celui d'un soulèvement imminent. Selon lui, il ne faut pas du tout perdre de temps. Au contraire, il faut profiter de cette guerre continentale, profiter que les armées britanniques du roi George V se trouvent impliquées dans la guerre en Europe pour soulever tous les comtés d'Irlande. Et vous imaginez bien que le débat est houleux en ce 3 avril 1916. D'ailleurs, la réunion va durer toute la nuit et quand le jour se lève, on peut dire que Patrick Pearse a emporté la majorité des suffrages avec un premier message clair que tous les indépendantistes se tiennent prêts à un soulèvement imminent. Quand on dit imminent, c'est là, c'est maintenant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Qu'est-ce qui a bien pu les piquer, ces Irlandais? En réalité, quand la Première Guerre mondiale a éclaté, donc en août 14, 2 ans plus tôt, ça faisait des décennies que le problème irlandais était pendant. On en parlait beaucoup. On pourrait évoquer la lutte entre les catholiques irlandais et les anglicans d'en face. On pourrait évidemment revenir sur toute la longue question irlandaise, mais concentrons-nous sur tout ce qui vient de se passer là dans les années qui précèdent 1916. En 1912, la Chambre des communes a voté ce qu'on appelle la Home Rule. La majorité libérale et le Premier ministre Herbert Henry Asquith ont accordé à l'Irlande une certaine autonomie tout en la maintenant sous la tutelle de la couronne. Avec une réforme qui a divisé le pays. La Chambre des Lords s'y est opposée. Elle a repoussé de 2 années la promulgation de la loi. Et puis, il y a toute la question religieuse, bien entendu. Les protestants qui vivent dans la partie nord de l'Irlande n'ont pas du tout l'intention de se séparer de la couronne britannique anglicane. C'est ce qu'on appelle l'Ulster, vous savez, cette Irlande du Nord. Eux ne veulent pas être administrés depuis Dublin.
Alain Decaux s'est beaucoup intéressé à cette question de l'indépendance irlandaise, ça le passionnait. Dans Historia, voilà ce qu'il a écrit notamment. Depuis des années, l'Ulster affirme son opposition irréductible au Home Rule. Quand, en avril 1912, cette loi est votée par les communes, c'est dans l'Ulster une véritable explosion de haine. Il n'est pas de temple protestant où l'on ne prêche la haine des papistes. Aucun slogan n'a jamais eu autant de succès que celui-ci. Le Home Rule signifie le gouvernement de Rome. Une pétition rassemble 500 000 habitants de l'Ulster, nous dit Alain Decaux, dans les villes et les villages. On forme des groupes armés. Ils sont si nombreux, près de 80 000, qu'ils sont commandés par un général. Ils menacent également de former un gouvernement provisoire, ce qui sera chose faite. Et ce gouvernement de l'Ulster devient pour Londres une véritable menace. Tous ces gens déclarent qu'ils vont se placer carrément sous la protection du Kaiser allemand si la loi est adoptée. Ce n'est qu'une menace, bien sûr, mais vous imaginez bien que l'Allemagne ne reste pas sourde aux menaces qui ont été adressées à la couronne et notamment pour accroître les divisions, on voit les Allemands livrer 25 000 fusils et 300 000 cartouches. Londres envoie une armée pour se saisir des armes. Seulement les officiers britanniques démissionnent. Eux-mêmes refusent de prendre les armes contre ces compatriotes protestants dont ils se sentent en vérité très proches. Et dans ce bourbier éclate la Première Guerre mondiale. Vous voyez comme la situation est quasiment impossible à gérer. Le roi George V, va repousser l'application du Home Rule à la fin de la guerre. Ce qui apaise temporairement l'agitation, le problème, en tout cas dans le nord de l'Irlande. Mais vous imaginez bien que c'est exactement le contraire qui se produit dans toute l'immense majorité du territoire, c'est-à-dire toute la partie sud. 2 ans plus tard, comme on a pu le voir, Dublin s'agite de nouveau. L'IRB ne demande pas une petite autonomie, non. Elle veut l'indépendance complète, une pleine souveraineté pour toute l'Irlande, et pour ça, Patrick Pearse et ses collègues, eux aussi, vont faire appel à l'Allemagne. Et le Kaiser, qui sait très bien que ça peut affaiblir l'Angleterre et que l'Angleterre est un de ses principaux ennemis dans cette Première Guerre mondiale, va livrer 20 000 fusils. Autant dire que le combat sera un vrai combat et qu'il promet d'être rude. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pour se dresser, pour se rebeller contre les Anglais, les catholiques d'Irlande comptent sur 10 000 volontaires qu'ils ont recrutés à Dublin. La révolte doit partir de la capitale irlandaise et s'étendre ensuite à l'ensemble de l'île. Et Patrick Pearse envoie un message à tous les comités de l'IRB, de l'Irish Republican Brotherhood, pour qu'ils se tiennent prêts dès la réception des armes. Il s'agit de se mobiliser un certain dimanche 23 avril 1916, qui n'est autre que le dimanche de Pâques. Une très mauvaise nouvelle va quand même parvenir à l'état-major de l'IRB le 20 avril, c'est-à-dire 3 jours avant l'insurrection prévue, totalement secrète, bien entendu. Le navire allemand qui transportait la fameuse cargaison s'est fait intercepter par la Royal Navy. Et pourtant, il battait pavillon norvégien, ce navire allemand. Mais la marine anglaise ne s'est pas laissée avoir. Et on avait pris toutes les précautions. 29 bâtiments de guerre forcent donc ce navire allemand à gagner le port de Queenstown. En entrant dans le port, le capitaine a fait sauter son navire pour que les 20 000 fusils qu'il transportait ne se retrouvent pas entre les mains anglaises. Mais pour les Irlandais, ça c'est une catastrophe, évidemment. Au sein de la fraternité, certains disent qu'il faut renoncer à l'insurrection, puisque de toute façon on n'a plus les armes nécessaires, et puis en plus les Anglais maintenant savent très bien ce qui se prépare, ils vont comprendre ce qui est à l'œuvre. Les plus farouches disent que quoi qu'il arrive, il faut maintenir la rébellion, avec un nouveau débat qui fait rage au sein de l'IRB, qui se divise profondément au point que certains cadres du mouvement envoient à leurs partisans l'ordre de ne pas se rebeller au jour indiqué. Patrick Pearse essaie de rattraper la situation. Il va séquestrer pendant quelques jours les personnes qui s'opposent au soulèvement. Vous voyez jusqu'où ça peut aller.
Et avec ses complices, il a remarqué que le lundi 24 avril, le lundi de Pâques, doit avoir lieu une compétition équestre à quelques encablures de Dublin. Les officiers s'y trouveront forcément, ils ne seront pas dans leur régiment, et donc on décide de décaler l'insurrection d'une journée pour tomber pendant cette manifestation, pendant cette compétition équestre du lundi de Pâques. Nous sommes donc bien en 1916. Une fois de plus, néanmoins, la chaîne d'information est défectueuse. Et tous ceux qui devaient se soulever n'ont pas forcément l'information. Le message n'est reçu que par une partie des partisans, c'est-à-dire que tout le monde ne s'est même pas entendu parmi les rebelles irlandais sur le jour de l'insurrection. Il arrive ce jour. Pierre Joannon a écrit une histoire de l'Irlande. Voici ce qu'il raconte. Le lundi de Pâques, 24 avril 1916 donc, 4 bataillons de volontaires firent leur jonction à 10h du matin avec armes, équipements complets et 1 jour de vivres. À midi, les insurgés prirent d'assaut un certain nombre de bâtiments stratégiques de la capitale. Le drapeau tricolore fut hissé sur la Grand Poste et Patrick Pearse, nommé président du gouvernement provisoire et commandant en chef des forces républicaines. Oui, des forces républicaines, car sur le parvis de la mairie, le nouveau chef du gouvernement a lu la proclamation suivante, que vous avez sans doute déjà entendue, la proclamation de Pearse. Au nom de Dieu et des générations disparues dont elle hérite de son ancienne tradition de nation, l'Irlande, à travers nous, appelle ses enfants à son drapeau et se bat pour sa liberté. Nous déclarons le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et au libre contrôle de ses destins irlandais, à la souveraineté et à l'imprescriptibilité. La longue usurpation de ce droit par un peuple et un gouvernement étranger ne l'a pas éteint et ne peut jamais être éteinte sans la destruction du peuple irlandais. À chaque génération, le peuple irlandais a revendiqué son droit à la liberté et à la souveraineté nationale, fort de ce droit fondamental, et le réaffirmant une fois de plus devant la face du monde, nous proclamons la République d'Irlande, État souverain indépendant, et nous engageons nos vies et celles de nos camarades de combat pour la cause de sa liberté, de son bien-être et de son exaltation parmi les nations. Ce sont de belles paroles, mais disons les choses, la population qui est là présente et qui peut entendre ce texte est un peu interloquée par ce qui est en train de se tramer. Les gens restent silencieux. Il n'y a pas d'acclamation à la lecture de cette proclamation. Et ceux qui voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez comprennent que ça va être la tempête et qu'il vaut mieux rentrer, qu'il vaut mieux aller se calfeutrer en attendant la calmie. Face à cette atonie, les insurgés, pour autant, restent absolument convaincus. Ils ne se découragent pas. Alors, combien est-ce qu'ils sont ? Là aussi, c'est une déception, puisqu'à l'origine, ils devaient être 10 000 en réalité. Et peut-être à cause de tous ces ordres contradictoires qui en ont découragé plus d'un, il n'y aura de mobilisés qu'environ 1000 volontaires qui espèrent concentrer leurs forces dans les bâtiments institutionnels de la ville et qui attendent que l'ensemble de l'île se soulève, mais on a envie de dire ils peuvent attendre longtemps. Face à eux, les autorités vont, c'est vrai, mettre un peu de temps à réagir. Et c'est peut-être la première bonne nouvelle pour les insurgés. La journée du lundi de Pâques, les troupes anglaises ne réagissent pas. À l'inverse, elles ont plutôt tendance à évacuer les quartiers dans lesquels se produit la rébellion, c'est-à-dire le quartier de l'hôtel des Postes, absolument central, le palais de justice, la place Saint-Stephen, et puis 2 ou 3 autres quartiers du centre de Dublin. Et le soir du lundi de Pâques, quand se couche le soleil sur le drapeau de la République d'Irlande, qui a été installé sur l'hôtel des Postes, on peut dire que les choses paraissent aller plutôt dans le sens des insurgés. Sauf qu'au lever du jour, qu'est-ce qu'on aperçoit ? Un navire militaire britannique qui est en train de remonter le fleuve. Ce navire, à partir de 9h, se met à tirer au canon sur la ville de Dublin, avec des habitants qui ont un peu l'impression d'avoir été pris en otage. Et ce bombardement, cette canonnade, pour être plus juste, va tourner au véritable carnage. Le navire tente de tirer sur les bâtiments qui sont occupés par les insurgés, mais les réglages d'artillerie ne sont pas très précis. La plupart
la plupart des projectiles n'atteignent pas leur cible et ça va plutôt détruire des maisons civiles et des quartiers entiers. Et ça, évidemment, ce n'est encore que le début. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment qu'à Londres, dans le quartier de Whitehall, on est assez irrité par ce qui se passe et inquiet, disons-le, parce qu'en pleine Première Guerre mondiale, on n'avait pas besoin de ça, si je puis dire, et la couronne britannique prend le soulèvement de Dublin très au sérieux. On envoie des troupes de renfort et Patrick Pearse sait que des trains qui sont bondés, littéralement chargés à ras-bord de soldats, sont en train d'arriver déjà dans Dublin et il harangue ses hommes. Rien ne doit les décourager, il ne faut pas lâcher. Je cite de nouveau Alain Decaux. L'armée britannique passe à l'action. Elle attaque l'hôtel de ville, où un certain nombre de volontaires se sont installés. Elle mitraille les tranchées de la place Saint-Stéphane, qui deviennent intenables. Les insurgés les évacuent et se barricadent dans le collège. D'ores et déjà, les communications, les collèges, c'est-à-dire l'université, d'ores et déjà, les communications sont coupées entre l'hôtel de la Poste où se trouve l'état-major et les autres lieux de la rébellion. Du fleuve, la canonnière poursuit sa remontée et ouvre désormais le feu sur Liberty Hall. Depuis longtemps, il n'y a plus personne dans le bâtiment, mais les canonniers s'acharnent. Des trous béants s'ouvrent dans la façade, des pans de murs entiers s'abattent. Après la bataille, il ne restera du Liberty Hall que des ruines. Le mercredi 26 avril 1916, donc ça fait, si vous comptez bien, 3 jours que l'insurrection a été déclenchée, les Britanniques se demandent combien de temps les insurgés vont pouvoir tenir, parce que on est surpris par leur rage, par leur hargne, et chaque mètre est le lieu d'un combat, d'un véritable combat, avec une armée régulière qui néanmoins est infiniment plus nombreuse. Je vous ai parlé d'1 millier d'insurgés environ. En face, vous avez 16 000 hommes de troupes bien entraînés, avec des pertes considérables, mais considérables des deux côtés. Pour les Irlandais, il faudrait trouver du renfort, évidemment. Patrick Pearse ne peut plus communiquer avec l'extérieur de la ville et le renfort en question, il ne viendra pas. Avec un de ses plus proches amis, James Connolly, il réfléchit à la suite qu'on peut donner à cette affaire. Mais les perspectives, disons-le, ne sont pas joyeuses. Voici ce que dit Pearse à Connolly. Nous serons impitoyablement balayés et le peuple d'Irlande nous condamnera et nous accablera pour ce que nous avons fait. Mais plus tard, il comprendra les raisons de notre combat. Les héros et les saints sont toujours crucifiés, mais ils ressuscitent pour être adorés par ceux qui les ont sacrifiés. Pendant ce temps-là, l'armée britannique progresse, elle. Seuls quelques lieux ne sont pas encore tombés, dont le fameux hôtel de la Poste, qui est l'état-major des insurgés. Le quartier est complètement en feu. Il faut voir, on a les photos de l'époque qui montrent le degré des ravages qui ont été causés, avec un air irrespirable et les fumées grasses qui partout s'infiltrent. Patrick Pearse pense capituler, mais son camarade, donc James Connolly, veut mourir au combat et il demande 30 volontaires pour faire une sortie. Voilà le moment décisif. Franck Ferrand sur Radio Classique. Connolly et ses 30 hommes vont sortir en courant, se diriger vers Princess Street, d'où viendra l'armée dans quelques instants. C'est l'ultime assaut, vous l'avez compris. Sauf que les Anglais ne sont pas tout à fait où on les attendait. Ils mitraillent de tous côtés. Connolly est blessé au bras, blessé à la cheville. Le voilà qui maintenant rampe au sol dans une poussière fumante. Il tente de rejoindre ces hommes qui continuent, eux, de tirer. Et le voilà fait prisonnier. Il sera soigné de son côté. Patrick Pearse n'a plus aucune illusion, il est lucide. Le feu, désormais, s'est déclaré dans les étages de la Poste. Il va falloir quitter les lieux, on ne peut plus attendre. Le samedi 29 avril à 12h45, après donc 6 jours de révolte, Pearse transmet un message pour entamer des pourparlers avec le général anglais. Seulement, les seuls pourparlers possibles du côté anglais, c'est la capitulation complète, vous l'aurez compris, et Pearse n'a pas le choix, il accepte. Il va se rendre seul auprès du général anglais avec un drapeau blanc. Il lui tend son épée, et c'est enfin le cessez-le-feu. Les insurgés irlandais brisent leurs fusils, sortent de leur cache, tous ont un drapeau blanc, et évidemment,
le soir venu, tous se seront rendus. C'en est fini de cette très éphémère première République d'Irlande. Évidemment, pour l'exemple, la couronne britannique veut juger l'état-major de cette attaque et 4 jours après, le 3 mai, Patrick Pearse et 2 de ses camarades qui ont été rapidement jugés sont fusillés. Le lendemain, Joseph Plunkett, un volontaire de 28 ans, reçoit l'autorisation de se marier dans la prison de Dublin, mais de se marier juste avant son exécution. Et une semaine après, James Connolly a été remis sur pied, il a été soigné, et donc on peut le fusiller à son tour. Ce soulèvement, au fond, c'était le signe d'un combat extrêmement difficile entre l'Irlande et la couronne britannique. C'était le premier pas vers une indépendance qui arrivera plus tôt qu'on ne le pensait. Vous écoutez Radio Classique.